C'est une problématique importante pour tout le monde, en réalité. Oui, tout le monde. Là, jusque-là, pour moi, il n'y a pas d'erreur qui a été commise. Ok, ouais. Tout est question d'intention dans son honnêteté ou sa malhonnêteté. Est-ce qu'on peut réinventer le cadre jusqu'à réinventer l'intimité du couple? Attention à vouloir sortir de la routine, parce que Ouais. parfois, Fais gaffe, hein. on va dans des directions qu'on n'a pas forcément envie d'explorer. Là, on va les aider, hein, clairement, hein, ok? Alors, on parle d'infidélité. Hein. La première chose à faire, c'est de dire à l'autre, Bienvenue au Café Change, le podcast où on interroge l'existence. Comme vous le savez, je suis là pour vous apporter des échanges riches et inspirants autour de l'émotif, du relationnel et du sociétal. Aujourd'hui, on va parler d'amour, donc vraiment de relationnel en profondeur, avec Lucie Mariotti. Lucie, comment tu vas? je vais très bien, je suis ravie de te recevoir et je te remercie beaucoup pour le cadeau. Qui me touche et je suis très contente de l'avoir parce que ça, tu sens que c'est collector. C'est ça, en fait, c'est vraiment en édition limitée. Mais ça me fait vraiment plaisir de te l'offrir aussi. Et je pense que c'est la base et surtout, ça lance un peu cette nouvelle année 2024. Ouais. Donc, Lucie, aujourd'hui, je suis venu te voir parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du relationnel. C'est une problématique importante pour tout le monde, en réalité. Oui, tout le monde. Autour des relations, il y a beaucoup de big deals, il y a beaucoup de problématiques. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle avec une professionnelle. C'est moi. Ça sera vraiment plaisir. Alors Lucie, en termes de relations, moi j'entends beaucoup parler de cette phase passionnelle qu'on appelle un peu la lune de miel, tu vois. Donc pour certains, elle dure peu, pour d'autres plus. Est-ce que le fait qu'elle dure longtemps, est-ce que c'est un signe de bonne santé de la relation ou est-ce qu'il faut qu'elle dure pas? Enfin, qu'est-ce que toi t'en penses de cette phase-là? Je pense pas que ce soit un signe, un curseur ou un niveau qui permette de mesurer la bonne santé du couple ou le degré d'amour qu'il y a entre les partenaires de ce couple. Je pense que c'est simplement une caractéristique unique à certains couples, que certains ont, que d'autres n'ont pas. Mais je crois pas qu'il faille se dire, comme certaines personnes, tu vois, te disent, moi je veux pas rencontrer sur les applications de rencontre parce que c'est pas romantique. Moi je veux rencontrer sous la pluie, on s'abrite tous les deux sous une porte cochère. Ouais. Elle ou il me prête son parapluie et c'est le coup de foudre. Il y a 1000 manières d'entrer en relation, comme il y a 1000 manières de s'engager, de développer et de vivre cette relation à court, moyen et long terme. Et encore une fois, le fait d'avoir une honeymoon ou une lune de miel, en effet, cette phase d'état de grâce un petit peu où tu oublies tout, même tes amis, ton boulot, rien n'est grave. Hein, tu remarqueras que quand l'amour arrive dans ta vie, cet amour a ce côté et cette capacité unique, qui est à l'amour, de tout régler d'un seul coup. Tout ce qui était pesant devient léger et c'est pas grave. Eh ben, cet état de grâce et cette lune de miel, qu'elle dure ne veut pas dire que le couple va durer et qu'il est sain. Et qu'elle ne dure pas ne veut pas dire que le couple n'est pas sain et qu'il ne va pas durer. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'est qu'une caractéristique qui, à mon sens, moi je partage mon propos, donc ma vérité, la façon dont je regarde évidemment les relations humaines, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, mais voilà, c'est l'expérience que j'en ai fait et que j'ai observée dans mon métier. Pour moi, ça veut simplement dire que parfois, il y a des gens qui, d'un point de vue chimique, vont archi se rencontrer. Et donc, la passion va durer pendant des années. Ça va être une relation vraiment très sur des charbons ardents, mais dans le bon sens du terme. Ça va être une relation vraiment exaltante, fantastique, magnifique. Néanmoins, cet amour très intense, il va être aussi accompagné d'une entente et d'un duo qui se fait du mal, qui peut être toxique, qui n'arrive pas à se compléter, à s'épanouir, à s'apporter mutuellement des choses qui équilibrent chacun dans une relation saine. Donc, tu vois, on peut très bien avoir une relation passionnelle parce que l'amour est passionnel et avoir une relation à côté qui est soit malsaine, soit triste, soit éprouvante, soit même toxique. D'ailleurs, si on interroge des femmes et des hommes qui ont eu des relations toxiques avec des pervers ou des pervers narcissiques, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, ces personnes vont te dire que la relation était passionnelle, intense. Et tu vois, il y avait cette intensité de l'amour
Je vais dire en guillemets parce que pour moi, ça, c'est pas vraiment de l'amour, mais il y avait cette intensité de l'amour, mais pourtant, la qualité relationnelle n'était pas là. Et à l'inverse, t'as des personnes qui vont te dire, bah oui, bah nous, la lune de miel, elle a duré en effet que 3 mois, que 3 ans, que 6 mois, qu'un an, peu importe. En revanche, la qualité de relation qu'on a construite derrière, elle est magnifique, elle est stable. Parce que pour moi, il y a quoi? Dans une relation amoureuse, il y a 2 choses. Il y a en effet l'amour et il y a l'estime. Et les personnes ont tendance à confondre un peu les deux. Et je confondais les deux également au départ. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de gratuit, de spontané, de libre et surtout d'inconditionnel. On le décide pas, on le commande pas, on le contrôle pas, etc. C'est un sentiment, c'est-à-dire que ça sort de nous, ça émane de nous, ça va de dedans vers le dehors, contrairement à l'émotion, qui est un stimuli qui nous fait entrer en réaction émotionnelle, d'accord? Ça, c'est pour la partie amoureuse. Et il y a un deuxième biais qui s'installe dans une relation, c'est l'estime ou l'appréciation, ou voilà, appelle ça comme tu veux. L'estime, ça c'est autre chose. L'estime, c'est conditionné à qui tu es en face et comment tu appréhendes et comment tu regardes et comment tu reçois la personne qui est en face de toi. Par exemple, tu vas te dire, cette personne, je l'aime, je suis folle ou fou amoureux d'elle, mais je ne suis pas heureuse avec elle parce que ce qu'elle est ne me convient pas, ça n'est pas compatible, et ou je ne l'estime pas. Je trouve que ses défauts sont des défauts graves pour moi et ses qualités ne sont pas assez importantes pour que cette personne, j'ai de l'estime et du respect pour elle. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui vont te dire, moi, je suis pas très amoureuse de cette personne, mais j'ai une immense estime, j'ai une admiration pour cette personne, elle m'inspire, je la respecte, j'aime être à ses côtés, je suis une meilleure version de moi-même à ses côtés, on se nourrit mutuellement et on se grandit mutuellement. Et quand il y a les deux, tu t'en doutes, c'est le Graal. C'est-à-dire à la fois l'amour et l'estime. Et quand il y a le troisième ingrédient qui se met en place, là on est au-delà du Graal, on est sur la pierre philosophique, eh bien c'est l'entente. L'amour, pilier qui permet de commencer une relation, en tout cas qui permet d'avoir envie de commencer une relation. Estime, c'est le pilier qui va te permettre d'avoir envie d'entretenir cette relation et aimer cette personne. Tu vois ce que je veux dire? J'aime t'aimer parce que non seulement c'est agréable de t'aimer, mais en plus je suis fière de t'aimer parce que tu es une belle personne. Et la troisième chose, c'est que ces deux protagonistes, ces deux partenaires, ils matchent, ils s'entendent. Alors quand on a ça, en effet, on a des couples extraordinaires. Donc c'est pas la lune de miel qui permet de mesurer, de valider ou de prendre la température d'un couple qui va bien ou qui va pas. C'est tout un ensemble que je viens de décrire. Est-ce que justement, dans cette lune de miel, on est du coup dans la partie amour, c'est ça? Et au final, tu l'as dit toi-même, le fait que finalement, on accepte tout et qu'on ne voit pas forcément les défauts, ou les choses qui vont pas très bien, ou avec lesquelles on aurait peut-être du mal. Est-ce que ça nous empêche finalement de rentrer dans la partie estime? Tu sais ce qu'on dit, l'amour est aveugle. C'est vrai. L'amour est aveugle, un temps. Parfois, on retrouve la vue très très vite. Parfois, pas du tout. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Mais c'est vrai que l'amour est aveugle. L'amour rend aveugle, en tout cas. Et c'est vrai que pendant cette lune de miel, s'il y a sentiment amoureux, si c'est pas basé sur une estime et qu'il y a déjà donc le sentiment amoureux, vraiment cette liberté, cette spontanéité de l'amour gratuit, en effet, on ne va pas voir les défauts de l'autre. Ou alors, on va les voir, mais on va les enrober en se disant oui, mais c'est pas grave, oui, mais ça me fait penser au sketch de Florence Foresti, qui dit de manière très drôle, et en plus il joue de la guitare, c'est tellement beau, et au bout de 3 ans, mais tu me fais chier ta putain de guitare, t'en as pas marre de nous saouler. Enfin, tu vois, là, ce qui est beau un jour quand on est très amoureuse devient chiant au quotidien parce que finalement cet amour, il a été soit accompagné, soit remplacé par autre chose. Donc oui, ça peut nous empêcher, ou en tout cas on peut vouloir que ça nous empêche de voir la réalité. Parce que l'amour rend aveugle, mais on peut aussi aimer que ça nous rende aveugle. Moi, j'ai beaucoup de clientes en cabinet qui viennent me voir et qui me disent « Pourtant, j'ai eu les signaux dès le départ de ce qui n'allait pas, mais je les ai pas écoutés. » Et si tu leur demandes pourquoi, la réponse, elle est commune. Et j'ai eu ce genre de réponse, moi aussi, dans ma jeunesse. J'ai pu dire « Mais j'ai pas eu envie de le voir. Ouais. Parce que j'étais amoureuse. Donc, ça m'arrangeait pas. Donc, j'ai fermé les yeux, volontairement. » Et il y a une question que je pose aussi très souvent, soit au jeune couple, soit à un des protagonistes d'un jeune couple, c'est est-ce que vous êtes sûr de ne pas confondre amour, c'est-à-dire, encore une fois, sentiment gratuit, inconditionnel de soi vers l'autre,
quoi qu'il soit, cet autre. Hein. On l'aime, on aime l'objet de son amour sans savoir pourquoi. Si on sait pourquoi, c'est plus de l'amour, c'est de l'estime. Hein. Ou est-ce que vous aimez ce que cette personne vous renvoie de vous et ce qu'elle vous fait vivre? Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas assez et qui pourtant est très importante, essentielle et primordiale, parce que ça permet simplement, à un moment donné, de remettre l'église au milieu du village et de savoir pourquoi on est dans cette relation. Et on peut décider d'être dans une relation parce que cette relation fait de nous une version qu'on aime et que l'autre nous fait vivre des choses qu'on aime. Pourquoi pas? Si on est honnête et que c'est engagé librement chez les deux, c'est très bien. Mais très souvent, les gens, du coup, se disent « Ah ouais, en fait. Ouais. En fait, j'aime juste ce que je vis avec cette personne. » Ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas tomber amoureuse au bout d'un moment. Mais très souvent, au début, on confond sentiment amoureux et juste le fait d'être galvanisé, tu vois, par les premières fois. Le premier baiser, la première sortie, la première nuit, les premiers week-ends, les premières vacances, etc. Et en fait, tu te rends compte que l'autre, comme elle te regarde avec désir, avec séduction, avec attirance, ben c'est ça que tu vas aimer. Ce que l'autre va te renvoyer de toi-même. Une image positive et aimable. Mais du coup, comment on fait si jamais, effectivement, on souhaite vérifier si ça peut être une relation qui peut porter ses fruits? Comment on fait pour sortir son regard de cette illusion? Alors déjà, on conscientise le fait que ce regard, que ça existe, cet aveuglement, comme je te le disais, des premiers moments. Et puis, on peut utiliser un entourage proche de confiance qui a une capacité à minima objective en disant à ses amis, ses parents, son frère, sa sœur, peu importe, « Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui me connais depuis très longtemps? Tu me vois en relation avec cette personne. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton intuition ?» Et puis, on peut simplement également se poser et conscientiser autrement en disant ça, je le mets dans telle catégorie, ça, je le mets dans telle catégorie. On peut par exemple prendre une feuille, la couper en quatre en faisant deux lignes, une verticale, une horizontale, en disant ça, c'est de l'estime, ça, c'est de l'amour, ça, c'est du désir, ça, c'est de l'ego qu'on nourrit, etc., etc. Il y a plein de techniques qui permettent ça. On peut aussi en parler avec le partenaire en question, en disant viens, on se pose, on va boire un verre, on va dîner tous les deux, on va marcher dans un parc, et on parle de comment on vit cette relation et de qu'est-ce qu'on aime, et on se pose des questions. Si on ne sait pas quoi se poser comme question, on peut tout à fait acheter des boîtes de jeux, aujourd'hui il en existe pléthore, qu'on peut trouver un peu partout, qui permettent le dialogue dans les couples. Moi j'en ai 2 à la maison, je m'en sers aussi bien dans mon travail que dans mon couple. C'est génial, ça permet de remettre un petit peu les choses, encore une fois, en conscience et rester capitaine de son navire. Donc ça, c'est des techniques qui permettent de savoir qu'on n'est pas en train de subir quelque chose, même si c'est pas négatif forcément subir, mais qu'on est vraiment maître de ses choix. On est en conscience, on sait ce qu'on fait, pourquoi et dans quelle direction et avec qui. C'est assez particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux, on entend beaucoup la phrase ne te fie pas aux autres, enfin, à l'avis des autres, au regard qu'ils ont, aie ton propre avis, voilà, détache-toi un peu du regard. Et à vrai dire, finalement, pour pouvoir sortir de cette illusion, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, on n'a pas vraiment la capacité, nous, qui sommes la tête dans le guidon, mais plutôt demander aux proches. Et en fait, ça vient se confronter à ça. Ouais, pour peu qu'on soit capable de les entendre, ces proches, hein, parce que le nombre, encore une fois, de personnes qui sont venues voir en consultation et qui m'ont dit « On me l'avait dit !» mais j'ai pas envie de l'écouter. Ouais. J'ai tendance, moi, à beaucoup nuancer ce genre de propos qui est de dire, comme tu dis sur les réseaux sociaux, écoutez-vous, vous avez votre propre intuition. Bien sûr que c'est vrai. Mais comme tout dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout est gris. Et c'est très important de le garder en tête, ça. L'idée, c'est évidemment pas de remettre entre les mains de son entourage ses choix et ses décisions. Bien sûr que non. C'est simplement de faire appel à un moment T à des gens qui nous connaissent bien et dont on connaît l'objectivité maximum. On va pas demander ça à quelqu'un qui a la tête dans le guidon comme nous et qui a un affect qui le rend subjectif, évidemment. On choisit son interlocuteur. D'aller lui dire « Comment tu me vois, toi ?» Ça veut pas dire que cette personne aura raison. Ça veut dire que déjà, on s'extrait un peu de soi-même, on a envie, on s'ouvre et on accueille une éventuelle réponse qui sera différente de celle qu'on a envie d'entendre ou de celle qu'on se fait soi-même et qui nous arrange bien. Et ça n'a pour intention que de nourrir une réflexion. De la même manière que tout ce que je dis, ça nourrit la réflexion des gens qui nous regardent aujourd'hui, ou peut-être la tienne. C'est ma vérité, c'est pas la vérité, je la partage, ça stimule, ça questionne, et après, on fait son analyse
ça critique, on fait preuve de discernement et on choisit sa réponse et sa vérité. Alors là, tu vois, c'est super intéressant parce que là, je me mets à la place de cette personne-là qui demande l'avis justement d'une autre personne avec potentiellement la crainte que cette personne-là lui dise autre chose que ce qu'elle est en train de s'illusionner complètement et ce qu'elle est en train de voir. Du coup, comment faire pour sortir de cette peur, peut-être de justement sortir de la lune de miel et de rentrer dans une relation vraie? Attendre le bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas poser la question pour poser la question et forcer de manière trop intense, trop dense, sa nature et sa peur. Moi, je pars du principe que les peurs, elles sont plus ou moins affrontables en fonction de comment on se sent, quel jour on est, dans quelle humeur. Tu vois, typiquement, moi, je sais que je vais pas aller me confronter à quelque chose de difficile et qui me fait peur le lundi matin en plein mois de novembre, tu vois. Je vais plutôt attendre, tu vois, le 15 août à 18h, quand je suis dans une bonne ambiance, bronzée, que j'ai... voilà, je suis dans ce qu'on appelle dans une énergie haute. Donc, je vais attendre le bon moment. Et c'est exactement ce que je conseille dans ces cas-là. On va poser une question qui potentiellement va apporter une réponse qui va forcément nous déplaire, qui nous arrange pas, qui va venir nous chercher, dont on sait que la réponse va potentiellement être vraie, en plus d'être contraire à la nôtre, mais qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, si en plus on se met pas dans les bonnes conditions pour l'entendre et l'accueillir, ça va être compliqué. Ça peut faire mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où on se dit « j'aimerais bien avoir cette réponse » et le moment où on le fait, on laisse passer du temps pour déjà s'habituer à l'imaginer, se la projeter, se faire des films, imaginer les réponses. Pourquoi pas prendre un cahier et entamer un dialogue. Dire, bah voilà, tu imagines que dans le cahier, c'est ta copine ou ton copain qui te répond et qui dit, bah non, c'est évidemment pas un mec pour toi, ça se voit depuis que t'es avec lui, t'es nanana, nanana. Et voir déjà ce que ça fait, comment on se sent, tu vois. On peut déjà un peu se préparer comme un comédien qui, avant de monter sur les plages la planche, les planches pour la grande première, va s'entraîner pour se rendre compte de tout ce qui va pas et de comment il le vit et de comment il peut le rétablir. Bah, c'est exactement la même chose. Tu vas t'entraîner, tu vas te projeter, ça va te préparer. Et quand tu sentiras que tu es prête, que tu as tout exploré en termes de possibilités et que ça devient moins dur et qu'en plus c'est un jour où tu es en super forme, là tu y vas. Mais la peur, on la fera pas disparaître. Hein. Non. On va peut-être un peu négocier avec elle, on va la rendre acceptable, mais elle va pas nous quitter. Mais c'est normal, il y a un enjeu. Ça fait partie du jeu. L'enjeu, ça peut être tout simplement de sortir de cette zone qui était une zone idyllique et de tomber dans le cadre d'une relation. La plupart des choses utopique même. On entend après ça, c'est qu'on rentre dans une normalité, un peu une relation dite normale, parfois une routine. Est-ce que c'est aussi ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est surexcité, on est dans une société de consommation, le désir, la satisfaction rapide, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette peur aussi de rentrer dans quelque chose de routinier et donc de prolonger la période de honeymoon, justement spécialement pour ne pas tomber dans cette routine-là? Pour moi, ce sont deux sujets différents. Ce dont on parlait en premier, pour moi, c'est lié à je suis amoureuse, je suis amoureux. Comme c'est kiffant, que c'est excitant, que c'est plaisant, on adore tomber amoureux, amoureuse en général. Pas tout le monde évidemment, mais on va dire 99,9% des êtres vivants de la planète aiment ça. Et comme c'est kiffant et que c'est agréable, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, je n'ai pas envie de voir la réalité. La réalité, c'est pas dans ce premier temps, pour moi, c'est pas tellement la routine, c'est voir que soit la personne qu'on a en face n'est pas bonne pour soi, voir que la relation que l'on vit n'est pas bonne pour soi, ou voir que, peu importe, tu vois, cette réalité que pourraient nous dire nos amis, ou qu'on pourrait découvrir en entamant un dialogue dans un cahier, ou écrire avec notre prise de conscience, etc. Se dire, ok, je suis amoureuse, mais je vois bien que ça ne mène nulle part. Typiquement, je sais pas, un homme qui se dirait, moi j'ai très envie d'avoir des enfants, il rencontre une femme, il s'avère que cette femme a déjà 2 enfants, il en tombe fou amoureux, elle est folle amoureuse de lui, elle ne veut plus d'enfants, elle lui annonce dès le départ, et le mec, pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, il va se dire, mais c'est pas grave, finalement, je veux pas avoir des enfants. C'est pas grave. Sauf que non, si intrinsèquement et essentiellement dans son histoire, c'est important pour lui d'avoir des enfants, il est en train de mettre de côté quelque chose parce qu'il ne veut pas renoncer à l'amour. Sauf qu'il est en train de renoncer et il est en train de mettre en place un sacrifice majeur. Après, il peut décider de choisir l'amour de cette femme, mais il faut qu'il ait cette conscience à un moment donné de se poser en se disant
il n'y a pas de pas grave. Non, il faut vraiment que je me pose pour me demander si c'est OK ou non pour moi. Tu vois. Donc ça, c'est cette première étape. Ensuite, il y a cette étape qui arrive normalement un peu plus tard. Enfin, c'est ce que je souhaite aux gens. En effet, de la routine. Bien que la routine, et j'en avais fait une vidéo il y a quelque temps, c'est une bonne chose, la routine, elle est essentielle. On reviendra dessus après pourquoi. Je pense que les gens n'essayent pas forcément de repousser la routine, en tout cas pas consciemment. Parce que justement, cette période de honeymoon, comme tu dis, elle est utopique. Donc on imagine que ça va pas nous arriver. On est persuadé que ce qu'on vit là, le fait de tout oublier, plus rien n'est grave, je suis plus dispo pour mes copains, au travail, c'est pas, oh, j'ai pas de sous, c'est pas grave, oh, je suis un peu malade, je m'en fous, oh, Enfin, tout est merveilleux. L'amour, encore une fois, ça revêt, ça met une dorure et un scintillement extraordinaire à notre vie et à notre cœur. Donc, je pense quand on est dans cette phase-là, on se pose même pas la question de est-ce que la routine va arriver. Ça vient quand déjà l'amour, non pas baisse, l'amour ne baisse pas d'intensité, mais simplement, la réalité reprend son cours. Et les deux s'équilibrent. C'est pas l'amour qui baisse, c'est la réalité et le quotidien, la pérennité, la stabilité qui reprend son cours. C'est pas pareil, qui remonte, qui reprend de la place. Parce qu'elle avait baissé pour laisser la place à l'amour. Mais c'est pas l'amour baisse. Non, l'amour ne baisse pas. L'amour, il est pas fluctuant. Dans une relation, parfois on dit je suis plus ou moins amoureux. C'est pas vrai. On est tout le temps amoureux à peu près au même niveau. C'est légèrement fluctuant évidemment, mais très peu. En revanche, on contacte plus ou moins et on est conscient plus ou moins de cet amour. D'accord? C'est tout. C'est pas l'amour qui change. C'est notre capacité à en prendre conscience, à le contacter et à l'apprécier. D'accord? Donc, quand l'amour, en effet, est un peu rattrapé par la réalité, c'est là en général que les couples se disent ça y est, la période de honeymoon est terminée, mais d'abord, tant mieux, parce que vivre en lune de miel toute sa vie, je suis désolée, mais c'est chiant, c'est comme tout. Moi, j'adore me faire masser. Si demain on me dit que je vais me faire masser tous les jours, toute l'année, toute ma vie, je suis sûre qu'au bout d'un moment, je lui dis, je vous en supplie, ne me massez pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'à un moment donné, terminer cette période pour en découvrir une autre, c'est formidable. Et de toute façon, on sait qu'on fonctionne par étapes progressives. La routine, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. Mais en effet, la plupart des couples craignent cette routine. Mais finalement, ça n'est que l'étape suivante qui est importante et qui permet de stabiliser quelque chose qui était complètement instable. Donc, c'est une bonne chose. Donc, oui, les gens vont essayer de repousser cette routine. Pourquoi pas? Mais finalement, si on prend de la hauteur même sur la routine, même l'exceptionnel qu'on fait pour éviter la routine devient une routine. Ouais. Tout est routine. Tout est routine. C'est-à-dire, je te prends l'exemple d'un couple qui est ensemble depuis 3 ans. Pour éviter la routine, ils se sont dit, nous, un vendredi soir par mois, on fait garder les enfants et on sort. Tous les 3 mois, chacun de notre côté, on part en week-end avec nos potes. Une fois par an, on part en vacances avec les enfants, mais on part aussi en amoureux. C'est une routine. Au final. C'est une routine. Tu vois ce que je veux dire? L'absence de routine, c'est l'exceptionnel. C'est pas des choses sympas qu'on met en plus dans la routine. L'absence de routine, c'est de l'exceptionnel, du ponctuel et de l'éphémère. L'absence de routine, ça serait, t'es en couple depuis 3 ans et sorti nulle part, ta nana vient te chercher à la sortie du bureau, elle te dit, j'ai ton passeport, j'ai ta valise, suis-moi, on va à l'aéroport. C'était ni prévu, ni c'est récurrent, ni t'es au courant, ni t'as parti. C'est une vraie surprise. La surprise, c'est le contraire de la routine. Pas dans le dictionnaire, mais on se comprend tous les deux. Mais la routine, encore une fois, c'est un socle essentiel à pouvoir vivre l'exceptionnel. Si t'as plus d'exceptionnel que de routine, je te garantis que tu dures pas très longtemps. Ni à titre personnel, ni à titre de couple. Parce que c'est épuisant. Et qu'on a besoin de la pérennité et qu'on a besoin de la stabilité. C'est parce qu'il y a cette stabilité, donc ce cadre clair et défini, qu'on peut se permettre de manière confortable, sécurisée et sans se mettre en danger, de mettre de l'exceptionnel, de la surprise, du ponctuel et de l'éphémère et du fou dans sa routine. Donc la routine est essentielle, elle est importante. C'est un socle. En tout cas, lorsqu'on se demande si jamais ça peut marcher ou pas, si jamais là on est sur un bon cru, on a trouvé un candidat peut-être à une relation stable, une relation durable, est-ce qu'il faut plus s'appuyer sur ce qui se passe dans le cadre de la routine ou est-ce qu'il faut plus s'appuyer sur ce qui se passe dans les moments exceptionnels? Les deux, mon capitaine. Les deux parce qu'en fait, l'un nourrit l'autre. Et c'est l'équilibre des deux. De toute façon, Doud, et tu le sais dans ton métier, l'équilibre, c'est le Graal.
C'est ce après quoi on court au final en permanence, l'équilibre des choses. Et c'est une des choses les plus difficiles et délicates à atteindre. On voit bien qu'on est des balles de flipper et qu'on aime beaucoup visiter le côté gauche, le côté droit, mais balle au centre, c'est rare. Et quand on y est, c'est très confortable. Cette espèce de voie du milieu, là, tu sais, cette espèce d'état de grâce où... D'ailleurs, je fais une parenthèse et je reviens sur ta question. Dans les 4 émotions principales qui sont la joie, la peur, la colère et la tristesse, la balle au centre, c'est la sérénité. Finalement, ce qu'on cherche, c'est l'état de sérénité, c'est pas l'état de joie. Parce que l'état de joie permanent, c'est insupportable. T'imagines la joie permanente? C'est insupportable, c'est pas vivable. Donc l'état central équilibré, la voie du milieu, c'est la sérénité, d'accord? Donc, de la même manière qu'entre la passion, l'exceptionnel, la surprise ou le quotidien et la routine, eh bien, c'est l'équilibre qu'il faut chercher. C'est-à-dire savoir... c'est un peu comme si tu avais... c'est un peu comme si ta relation, c'était un lac, d'accord? Que ce lac, il a une délimitation bien claire, d'accord? Il existe avec ses montagnes, ses rochers, sa végétation autour de lui, ses petits cailloux, ses animaux, etc., etc. Dans ce lac, tu as ta routine, ton quotidien, et dans le quotidien, tu peux mettre non pas de l'extraordinaire, mais des choses agréables, un week-end machin, les vacances, les dîners, machin, etc. On en a parlé tout à l'heure. Et parfois, pour justement que ce cadre reste agréable, reste épanouissant, un des deux protagonistes ou les deux vont prendre un pavé et le balancer dans la mare. C'est ça l'exceptionnel, c'est ça. Mais dans le bon sens du terme. Ou dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. Ça peut être balancer un pavé dans la mare au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire au sens de l'expression à la base. J'ai balancé un pavé dans la mare. Sortir de la routine, attention, ça peut être désagréable comme agréable. On imagine toutes les versions agréables. J'en ai cité une tout à l'heure. On vient de chercher au bureau. Ce soir, on part en vacances. Tu me suis, ta valise est prête, le passeport. Dans 1 heure, on est à l'aéroport. Et on prend le premier avion. C'est n'importe quoi. Là, c'est de l'exceptionnel, d'accord? L'extraordinaire. Comme ça peut être la femme ou le mec qui rentre de cette semaine de travail en disant, écoute, y a un ou une collègue qui est arrivée. Et je t'en parle parce que pour moi, l'infidélité commence à partir du moment où on flirte avec quelqu'un et même s'il se passe rien, machin, cette personne me plaît. Ça, c'est un énorme pavé dans la mare. Gros pavé. Et ouais, mais c'est la réalité. Ça peut arriver. Et ça sort de la routine. Bon gré, mal gré, un bien, un mal, ça, c'est pas à nous d'en juger. Chacun doit miser à sa porte et chacun en fait ce qu'il veut. Mais ça sort de la routine, tu vois. Donc attention à vouloir sortir de la routine, parce que parfois, sois gaffe, on va dans des directions qu'on n'a pas forcément explorées. Est-ce que lorsqu'on est justement, lorsqu'on fait preuve d'honnêteté, est-ce que se gage un peu là cette promesse d'honnêteté envers l'autre, finalement, est-ce que c'est pas une route vers une vie qui est parfois routinière et parfois justement semée de choses exceptionnelles, ce pavé-là, qui peut être positif ou négatif, mais est-ce que la voie de l'honnêteté, est-ce que c'est une voie à prendre ou tout prix, on va dire? Oui. Je pense que c'est une voie à prendre à tout prix, encore une fois, dans le cadre qu'on a défini, dans le cadre relationnel qu'on a défini au départ. Et ça, ces cadres, ils doivent être uniques et inhérents à chaque couple. Il y a 3,5 milliards d'hommes et 3,5 milliards de femmes à peu près sur Terre aujourd'hui. De la même manière qu'il y a 7 milliards d'êtres humains différents et uniques, il y a potentiellement 3,5 milliards de couples uniques et qui mettent la signature qu'ils veulent au bas de leur contrat relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de l'honnêteté dans le couple, il y a le fait de conscientiser que qui on est et ce qu'on apporte au couple, ça peut toujours être dit, ça peut toujours être exprimé. Je vois pas comment on pourrait reprocher à son conjoint, sa partenaire dans le couple, d'être honnête et de dire les choses. Sauf si les intentions de partage sont égoïstes, pas nobles. Je te donne un exemple, et là je vais m'attirer potentiellement des foudres, mais c'est un propos que j'ai réfléchi et qui fait sens pour moi. Dans un couple, par exemple, exclusif, traditionnel, marié, on se jure fidélité, etc., etc.,
l'homme ou la femme, ou l'homme ou l'homme, quel que soit le genre du couple et l'orientation du couple, va fauter, va mettre un coup de canif au contrat, va embrasser une femme ou un homme en soirée, emporté par l'euphorie, emporté par que sais-je. On peut se poser la question de est-ce qu'il faut le dire à son conjoint ou à sa conjointe? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'il faut le dire ou non? Ça appartient à chacun. D'accord? Ça, c'est une décision que chacun prend. Qu'elle soit respectable, morale ou non, c'est une décision qui appartient à... En revanche, là où je mets une alerte, c'est les gens qui n'expriment et qui n'avouent cette faute que pour se laver la conscience. Ça, pour moi, ça c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire. Soit on prend le parti de dire « j'ai fauté par souci d'honnêteté, par respect pour ma femme ou mon homme, je souhaite lui dire cette vérité pour qu'elle puisse avoir tous les éléments et prendre sa décision en connaissance de cause de ce qu'il s'est passé, de rester, de partir, de pardonner, de ne pas pardonner, de bien le prendre, de mal le prendre. » Et ça, c'est une bonne raison, à mon sens. Soit cette personne oublie complètement tout ça et de manière très égoïste. Et pour laver sa conscience et guérir et apaiser sa culpabilité, va le dire en disant « Je t'ai refilé le bébé, la patate chaude, maintenant démerde-toi avec ça parce que moi, je me sentais trop mal et je dormais plus à cause de ça. » C'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, pour moi, c'est pas une vérité bonne à dire parce qu'elle est mal intentionnée au départ. L'intention, elle fait que du mal, elle est gratuite, elle apporte rien à l'autre. Elle ne sert que l'autre. Donc finalement, c'est pour se débarrasser de ce poids-là qu'on ressent. Et ça, il y en a plein. Et du coup, l'autre, il fait quoi justement avec ça? Même s'il n'arrive pas à analyser la valeur de l'intention de la personne, maintenant qu'il est là face à l'autre, qui lui dit qu'il a eu une attirance pour une autre personne, que peut-être il a fait un acte, comment faire justement pour réussir à surmonter ça, ou que faire tout simplement? Déjà, se demander si on a envie de le surmonter. La première question, c'est ça. Est-ce que j'ai envie ou non de surmonter ça? Parce que c'est pas une obligation. On peut avoir reçu une éducation dans un sens ou dans l'autre. On peut avoir reçu une éducation dans laquelle on a été conditionné à, dans le couple, on se bat, on accepte, on arrondit les angles, on fait des compromis, tout le monde fait des erreurs, c'est la vie. Et là, une personne qui a été conditionnée comme ça et qui a emporté ça dans sa propre vie, va en effet même pas se poser la question de savoir si elle veut ou non accepter ça, si elle veut ou non se battre et dépasser ça, elle va juste le faire parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à penser et à réagir, d'accord? À l'inverse, quelqu'un qui a été élevé dans une éducation différente va se dire bah non, je cherche même pas à comprendre, cette personne m'a trompé, c'est no way. Sans se demander si finalement dans ses valeurs, ça pourrait pas éventuellement être dépassable. Donc encore une fois, ça c'est unique et c'est propre à chaque individu et non pas à son histoire, à son conditionnement, à ses parents, à la société et à ce que en disent les amis. Là pour le coup, c'est soi avec soi. Est-ce qu'on a envie ou non de le dépasser et de l'accepter? La deuxième question à se poser, c'est... Alors, on parle d'infidélité, hein, parce qu'on parle pas de quelqu'un qui rentre encore une fois en disant « il y a une collègue ou un collègue qui me plaît ». Là, jusque-là, pour moi, il n'y a pas d'erreur qui a été commise. Okay. Moi, demain, dans un couple traditionnel, mon conjoint rentre du bureau en disant « Écoute, faut qu'on parle parce qu'il y a une collègue qui est arrivée cette semaine et je sens qu'elle me plaît, mais il n'a rien fait. » Bah, ça me pique évidemment, j'ai peur. Mais je trouve ça hyper constructif et hyper sain. Parce que ça veut dire qu'il le pose entre nous et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, je te le dis, je suis honnête. Moi, c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe dans un couple traditionnel, d'accord? Ouais. Là, on parle pas de ça. On parle pas de cette projection. On parle de on a embrassé une nana ou un mec en soirée, d'accord? Et bien là, la deuxième chose à questionner déjà, c'est est-ce que l'autre a demandé pardon? Est-ce que l'autre regrette? Parce que tu vois, ça, par exemple, c'est aussi quelque chose que je rencontre en séance, en cabinet. Des hommes ou des femmes qui vont me dire, je leur dis, mais l'autre regrette, vous a demandé pardon? Ah ben non. Parce que la personne me dit, est-ce que je dois pardonner? Évidemment, je ne vais pas répondre à cette question comme ça, mais est-ce que je dois pardonner? Est-ce que l'homme ou la femme dont vous me parlez a demandé pardon? Ah ben non. Bah, alors, c'est déjà pas facile de pardonner, même si c'est chouette. On pourra en parler aussi des heures, mais parce que c'est pas une obligation non plus de pardonner, c'est un choix. Hein, pas de, voilà. Ça, c'est des directives, encore une fois, des injonctions que je n'aime pas. Oui, c'est idéal parce que ça libère. Non, il n'y a pas d'obligation. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre.
Mais déjà, si la personne n'a pas demandé pardon, n'a pas montré de regret, ne s'est pas excusée, n'a pas présenté d'excuses, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on va pardonner quelque chose qui potentiellement n'est pas regretté, et donc va éventuellement se répéter. Donc là, on n'est pas du tout sur le même cadre, tu vois. En revanche, imaginons que le mec ou la nana disent, je vais te dire les choses pour de bonnes intentions qu'on a déjà énumérées tout à l'heure. Ouais. Pas juste pour laver sa conscience, mais vraiment pour grandir dans le couple ensemble malgré cette difficulté. Je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne me reconnais pas, ça n'est pas moi. Je sais que je ne recommencerai pas, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur, mais c'est une erreur qui est, comment on dit, exceptionnelle, enfin unique, quoi. Et c'est souvent vrai. Et c'est parfois et souvent vrai. C'est le mauvais pavé qui est jeté. C'est le mauvais pavé qui a été jeté. Ça arrive. Hein, on est humain jusqu'à preuve du contraire. Là, dans ce biais-là, dans ce cadre-là, ouais, c'est intéressant de discuter, d'exprimer ce qu'on ressent, de peut-être prendre du temps. On a le droit, parce qu'on va passer par 1000 émotions, par 1000 expressions de ces émotions, la colère, les cris, la tristesse, le rejet, les cauchemars la nuit, etc., etc. Et pourquoi pas même à un moment donné, si on n'y arrive pas seul alors qu'on en a envie et qu'on pense que c'est sain, se faire aider. Aller voir un thérapeute de couple, un coach, un psy, qui on veut, un conseiller conjugal, et se faire aider. Mais pour moi, l'infidélité dans un couple traditionnel non fidèle, et je vais encore m'attirer certainement les foudres, c'est une erreur, pas du même niveau, mais comme d'autres erreurs qui sont commises. Tu vois, c'est pas une question de niveau de gravité, ce dont je parle, mais pour moi, l'infidélité, c'est une erreur, de la même manière que être totalement égoïste avec son conjoint ou sa conjointe, c'est une erreur. Mentir à son conjoint ou sa conjointe sur, par exemple, le fait de pas lui dire qu'on s'est fait virer du boulot, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Plus ou moins grave selon les personnes, évidemment, par qui c'est fait, par qui c'est vécu, par qui c'est reçu. Mais c'est une erreur, comme on peut en rencontrer dans une vie relationnelle. Est-ce que la vraie erreur, finalement, si on englobe l'ensemble des erreurs que tu viens de citer, est-ce que c'est pas la malhonnêteté ou l'honnêteté mal intentionnée, finalement? Ça rentre dans ce cadre-là. Le mensonge, le fait de poser un pavé, mais en se disant, bon, bah voilà, je l'ai posé, moi c'est bon, je suis là avec tout. Le fait de ne pas se faire pardon, enfin, le fait de penser qu'on mérite le pardon sans forcément l'avoir demandé parce que bon, au final, c'est bon, on a été honnête. Est-ce que finalement, c'est pas juste la malhonnêteté ou l'honnêteté mal intentionnée? Je pense qu'on peut complètement le résumer à ça. Et tu vois, je vais illustrer ton propos qui, je pense, résume bien et clôt bien le sujet. Alors, je sais pas s'il y a une étude sérieuse qui a été faite derrière, mais j'avais vu une interview d'une sociologue spécialiste des relations de couple il y a longtemps maintenant, et elle disait que alors c'était masculin, ça ne veut pas dire que c'est que les hommes qui font ça, mais ils avaient étudié l'homme. Ils avaient démontré lors de cette étude que les hommes qui étaient infidèles à leur compagnon ou à leur compagne, très souvent finissaient par avoir un rapport sexuel avec leur amant ou leur maîtresse dans le lit conjugal, dans l'espoir inconscient que l'officiel soit, exactement, d'être pris la main dans le sac. Pas pour des déviances sexuelles très bizarres. C'est vrai. Et même être regardé durant l'acte. C'est pas pour ça, quoique il y en a peut-être, j'en sais rien. Mais parce que cette personne, le poids de sa conscience commençait à devenir insupportable. Et inconsciemment, cette personne, ou consciemment d'ailleurs, se disait, au moins si je suis surpris, ça va s'arrêter, alors que n'arrive pas à l'arrêter. Alors ça, je ne suis pas jugeante, mais là, je vais m'autoriser à l'être 3 minutes. C'est d'une lâcheté, d'une violence vis-à-vis de l'autre, sans nom. Sans nom. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et tu vois, la malhonnêteté, ouais. Tout est question d'intention dans son honnêteté ou sa malhonnêteté. Tout est une question d'intention, en effet. L'intention fait tout au départ, de toute façon. Mais lorsque, par exemple, justement, on arrive dans cette situation où on est en faute, on se sent coupable, effectivement. Ou pas, hein? Attention, il y en a qui sont pas du tout c'est vrai que... Il y en a qui sont très tranquilles, hein. Je connais pas le pourcentage de gens qui se sentent coupables et des gens qui n'ont vraiment rien à faire. Mais par contre, comment faire, par exemple? Est-ce qu'il y aurait une sorte de recette quand même pour
à mettre dans la relation, dans l'échange, pour se faire pardonner plus facilement. Là, on va les aider, hein, clairement. Hein, ok? Comment faire justement. Alors, on va dire que ça s'adresse uniquement à celles et ceux qui sont bien intentionnés, qui n'ont fait l'erreur qu'une fois, qui ne recommenceront pas, qui ont demandé pardon et qui regrettent. Voilà. Eux, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre, justement? Ils regrettent, ils souhaitent avoir le pardon de l'être aimé, ils ont fait une grosse erreur, et là, ils veulent tenter un truc. Alors, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour moi, c'est marrant, ça me fait tousser tellement j'ai pas envie de répondre. C'est fou. Ouais. C'est fou le corps comme... Il réagit, ouais, c'est fou comme le corps, il répond à ma place. La première chose à faire, c'est de dire à l'autre, tu sais quoi? Je te demande pardon, blablabla, pour ça. Pour moi, c'est tellement évident que je veux pas enfoncer des portes ouvertes. Mais je vais te laisser le temps d'absorber l'information. Évidemment, tu la reçois, et tu la prends et tu réagis comme tu veux. Donc, laisser l'autre déjà son espace de réaction sans essayer de convaincre, oppresser ou retenir. Libre. Je t'annonce ça. Je peux pas en plus contrôler et te demander de réagir de cette manière. Mais non, reste, je vais te reconquérir. Mais non, machin, mais non, ça ne te fera pas du bien si tu vas passer 3 jours chez ton beau-frère. Non, ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, ça pour moi c'est inacceptable. Pour moi, et après ça, la première chose à mettre en place, à mon sens, c'est je vais réfléchir. Je t'annonce à ton conjoint, à ta conjointe. Je vais réfléchir à pourquoi j'ai fait ça. Conscientiser la raison qui m'a poussé à faire ça. Parce que même si c'était avec 3 grammes d'alcool en boîte de nuit avec des copains ou des copines qui nous ont pas aidés à pas le faire, qu'on était un EVJF ou un EV, tu vois, t'as compris le cadre. Il y a forcément une raison. On fait pas les choses de manière bête. On peut les faire de manière inconsciente. Mais du coup, pour que ça recommence pas, il faut conscientiser. D'accord? L'erreur, elle vient pas par hasard. Elle arrive pour une raison. Et la première preuve de patte blanche à montrer, à mon sens, et la première preuve intelligente de sagesse, c'est se questionner ou aller se questionner avec un psy, un thérapeute, un coach ou X autres cadres sur mais pourquoi j'ai fait ça? Et j'étais bourré, mes potes, machin, le truc, ça c'est des excuses. Parce que quand on veut pas, on veut pas. Si on sait qu'on tient pas l'alcool et qu'on risque de craquer, on boit pas. On est d'accord. C'est trop facile de dire oui, mais j'avais bu. Bah, si tu sais que tu te tiens pas quand t'as bu, tu bois pas. Tu te mets pas en danger. Et donc, tu ne nous mets pas en danger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, pour moi, c'est des excuses, c'est des planques. Donc, la première chose à se dire, c'est mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai bu alors que je sais que machin? Pourquoi j'ai laissé cette nana approcher alors que je sais qu'elle me plaisait? Pourquoi j'ai pas demandé à mes potes ou à mes copines de me surveiller? Pourquoi je suis restée dans la boîte jusqu'à 5 heures du matin alors que j'ai vu que dès 3 heures du matin, je commençais à tourner vers le côté obscur? Ouais. Mais c'est super et être honnête. intéressant parce que dans ce pourquoi, souvent la personne qui est donc victime de cet acte-là, elle va se dire mais si jamais il fait ça, c'est parce qu'il m'aime pas. Alors que, enfin, ce que moi je considère, c'est qu'on a tous un monde personnel, tu vois, que ce soit psychologique, psychique, émotionnel. Et au final, lorsqu'on fait un acte qui peut être vu comme répréhensible pour l'autre, c'est pas forcément par rapport à l'autre. De base, déjà, c'est par rapport à nous, à ce qu'on vit dans notre vie. Et et parfois ça peut être, tu peux être traversé par exemple un deuil d'un ami, un parent qui va pas forcément bien, ou au boulot c'est la merde. Donc voilà, ça peut aussi être ces éléments-là qui peuvent, on va dire, influer parfois un comportement qui est, on va dire, dramatique, on va dire. Oui, mais ça pour moi ce sont des explications, pas des circonstances atténuantes, tu vois, ni des excuses. C'est-à-dire qu'encore une fois, quel que soit le cadre et l'état d'esprit, d'être, d'environnement, d'émotion dans lequel tu te trouvais, ton comportement, il est explicable, mais ça ne veut pas dire qu'il est acceptable par l'autre ou par toi. Il est juste explicable par, en effet, bah oui, ça fait 3 ans qu'entre nous ça va mal, on n'a plus du tout de relations sexuelles pour X ou Y raison, hein, peu importe. Et du côté des hommes et des femmes, encore une fois, hein, attention, il n'y a pas de... les deux genres, enfin tous les genres sont concernés dans mon propos. Tout ça, c'est des contextes, des environnements, des cadres qui peuvent en effet faciliter le fait de se tromper, faire une erreur
et augmenter la tentation, on va dire, ou en tout cas, ouais, le dérapage, la connerie. Mais ce sont des explications. Ce sont des tentations, ce ne sont pas des obligations. Ouais. C'est quand même toi qui as ton libre arbitre et qui décide au final. Même bourré à 4 grammes, c'est toi qui décides. Parce que, encore une fois, tu remontes en arrière, tu sais que tu ne te bourres pas à 4 grammes si tu sais que ça peut te mettre en danger. Donc pour moi, il n'y a jamais d'excuse dans le sens où tu pourrais dire « oui, mais c'est parce que ». Non, la seule personne qui peut t'excuser, c'est l'autre. Toi, tu peux expliquer, tu peux essayer de te pardonner d'avoir fait ça, mais c'est pas toi qui peux dire « oui, mais c'est pas grave parce que tu sais, en fait, comme je viens de perdre mon père, qu'en ce moment au boulot c'est dur et qu'en plus toi, ça fait des mois que je ne me regarde plus, mais on en parle. On en parle. On en parle du fait que ça fait des mois que je te regarde plus et que c'est un problème pour toi. On en parle de ton père qui va mal, tu te fais aider. Mais c'est toi qui as choisi de faire ça. C'est pas moi qui t'ai poussé. Et c'est toi qui as choisi d'aller dans cette direction. Tu aurais pu t'acheter une bagnole de sport à 40 000 € alors que tu n'as pas de sous sur ton compte. Ouais. Tu aurais pu décider de claquer ton boulot et de me dire je prends une année sabbatique pour faire le tour du monde. Non, tu as choisi de me tromper. Ou tu n'as pas choisi et tu m'as trompé. Mais donc inconsciemment, tu as choisi de me tromper. Donc, on revient toujours, serpent qui se mord la queue, on est toujours responsable de ce qu'on fait. Bien sûr. Toujours responsable. Sinon, c'est trop facile, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses dans la vie qui font que, il y a des drames comme ça qui arrivent. Ok, drames pour certains, hein. Pour d'autres, c'est bon, ça passe. Est-ce que à ce moment-là, c'est pas une opportunité aussi, déjà d'échanger et potentiellement de changer les termes du contrat de la relation? Est-ce qu'une relation peut évoluer et en fait, à chaque fois qu'elle évolue, par exemple, le contrat, il change? Oui, oui et oui. Ça paraît fou de dire qu'une infidélité peut être une opportunité, mais en fait, une infidélité, donc un drame, est toujours et un pont et un mur. Toujours. Moi, c'est ce que je dis depuis toujours. Sur notre chemin de vie, on va toutes et tous avoir des rochers, des cailloux, des graviers, voire des montagnes. D'accord? Et selon chaque personne et devant chaque rocher, caillou, gravier qu'on va rencontrer, on décide avec ce qu'on est, ce qu'on a vécu, notre histoire et nos capacités, de ce qu'on va en faire. Soit on est fait un mur qui va faire que on choisit que ce ne sera pas une opportunité, que ça va rester un chaos, soit un pont, et on choisit que du chaos va naître la lumière. Ça paraît fou d'imaginer qu'une infidélité puisse être une opportunité, et pourtant c'est possible, si on le décide. On est libre, encore une fois, on a le libre arbitre par rapport à ça, on peut décider que ça devienne une opportunité de discuter, de reprendre les termes du contrat de base, et de se dire, finalement, tu vois, je pensais que si tu me trompais, ça allait être catastrophique. Ça a largement piqué mon ego, mais je me rends compte que ça n'a pas piqué mon cœur parce que c'est OK. Donc, on va questionner l'exclusivité dans notre couple. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je donne un exemple. Ouais. Et oui, en effet, tout au long de la vie relationnelle d'un couple, à mon sens, il faut régulièrement se re-rencontrer, re-questionner les termes et les faire évoluer de manière, encore une fois, pérenne, c'est-à-dire, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans, peu importe, ça dépend des couples. Parce que la personne que tu es dans ton couple aujourd'hui et moi, la personne que je suis dans mon couple aujourd'hui, c'était pas la même il y a 5 ans, ce sera pas la même dans 6 mois, ce sera même pas la même demain. Donc, comme nous sommes des êtres de mouvement cycliques et évolutifs, vivants par définition, eh bien forcément, il ne faut pas oublier que dans un couple, il y a 3 personnes, les 2 protagonistes et le couple lui-même. Si les 2 protagonistes changent et évoluent, le couple doit changer et évoluer aussi. Même un tout petit peu, ou énormément, selon les choix des personnes. Comment expliquer que l'infidélité, comme on en parlait, que ce soit, tu l'as dit toi-même, soit ça peut être un pont, mais ça peut aussi être un mur. Comment expliquer qu'en majorité, à 80% du temps, ce soit un mur? J'ai plusieurs biais de réponse qui sont possibles.
Je vais essayer malgré tout de synthétiser. Je pense que d'abord, en Occident, dans la société occidentale dans laquelle on vit actuelle, c'est la représentation qu'on se fait du couple. Représentation religieuse, représentation sociétale, représentation éducative et culturelle actuelle. Même si ça change un peu et que de plus en plus de personnes se questionnent et disent oui ou non, peu importe, mais de plus en plus de personnes se questionnent, ça reste le modèle basique et normal qui est proposé par la société dans laquelle on vit. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est que on a rarement, en tout cas ma génération à moi, qui est la génération des années 80, eu une éducation dans laquelle on nous a permis d'intégrer la liberté au sein de nos vies. On nous a surtout expliqué qu'il fallait être généreux, se sacrifier, partager, être droit, être moral, suivre les règles, etc., etc. Mais on nous a jamais expliqué que dans ce cadre, il y avait aussi la possibilité d'ajouter de la liberté, de construire comme on le souhaitait sa vie, dans le respect des règles des autres et de la liberté des autres, mais dès lors que c'est consenti, ça peut marcher autrement que dans la norme. On ne nous l'a pas inculqué, donc on n'a pas programmé et on n'a pas de cerveau programmé à imaginer ne serait-ce que ce soit possible, que le fait que ce soit possible. On est conditionné. Donc, c'est à mon sens ce qui explique qu'aujourd'hui, il y ait si peu... que la fidélité et le couple traditionnel, ce soit autant la norme. C'est expliqué aussi par le fait que pour beaucoup de personnes, c'est un vrai choix aussi. Des personnes qui se sont questionnées et qui ont choisi ça. On dit, moi, aujourd'hui, comment j'ai envie d'aimer, d'être aimé, dans quel cadre, de quelle manière. Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est le traditionnel. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exclusivité. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est la semi-exclusivité, la trois-quarts exclusivité, la deux-tiers. Toi, tu fais ce que tu veux. En fait, encore une fois, tu inventes ton propre cadre relationnel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, pour qui c'est juste le couple traditionnel et la fidélité. Mais je pense que c'est quand même assez influencé par le conditionnement. Je ne dis pas qu'il faut être dans un couple libre, je dis simplement qu'il faut s'autoriser à l'imaginer et à se poser la question, et qu'il faut faire attention aux croyances, aux idées reçues et aux fermetures d'esprit. Oui, parce que si c'est issu de nos traditions, au final, traditionnellement, le couple traditionnel n'était pas forcément le couple le plus heureux, si on parle de bonheur aujourd'hui. Aujourd'hui, la société tourne beaucoup autour de la notion de bonheur, que ce soit bonheur au travail, bonheur dans la famille, bonheur de l'enfant, bonheur de l'adulte. Il faut être heureux. Et en fait, c'est paradoxal, finalement, de vouloir recréer un couple traditionnel qui se basait pas sur le bonheur, ni même parfois sur l'amour, mais qui se basait plutôt autour d'un cadre très très précis et classique, on va dire, ordonné, et vouloir y mettre du bonheur, en fait, au centre, alors que c'est pas le moteur de ce genre de couple-là. À l'époque de nos grands-parents, les chaussettes, quand elles étaient trouées, on les reprisait. Aujourd'hui, nous, on les jette. Tu vois ? Avant, les choses, nous, les grands-parents ou les arrière-grands-parents, les choses, ils les réparaient. Nous, on les jette, on les change. Ben, c'est comme tout, c'est l'équilibre. Faut ni être dans l'extrême de nos grands-parents qui se consistaient à rester, même si on était malheureux, bien que parfois, et très souvent, ils ont réussi à construire du bonheur dans quelque chose qui n'était pas facile parce qu'ils avaient cette force, cette volonté de persévérance et d'effort, de dire que le couple, c'est aussi un travail et une discipline. Ça, pour moi, il faut s'en inspirer. Et faut faire 50% de ça et 50% de nous, pas non plus balancer la chaussette, mais pas non plus forcément la faire repriser. Simplement se dire, écoute, j'ai une chaussette trouée, mais je la mets quand même, dans mes chaussures, ça se voit pas. D'ailleurs, je vérifie si mes chaussettes sont pas trouées. Non, elles sont nickel. Elles sont nickel, tu vois, j'ai fait attention. Et mettre les avantages de chacune des versions. C'est-à-dire, on prend soin, on travaille, on discipline notre relation, mais aussi, on s'autorise à y mettre de la liberté dans son cadre et à réinventer le cadre. Pour moi, encore une fois, c'est une question d'équilibre et on trouve la voie du milieu qui, à mon sens, serait juste aujourd'hui en 2023. Un peu des deux. Un peu des deux. Est-ce qu'on peut réinventer le cadre jusqu'à réinventer l'intimité du couple ?
Par exemple, si jamais on a un fantasme qui nous tient à cœur depuis un moment, mais qu'on est dans un cadre dit un peu plus traditionnel. Moi, en tout cas, j'ai l'impression d'entendre parfois des amis dire qu'ils n'oseraient pas dire à l'autre ce dont ils ont vraiment envie, de peur de lui faire peur ou de passer pour, voilà, ce qu'ils ne sont pas en réalité. Est-ce qu'on peut changer le cadre jusqu'à changer l'intimité ou est-ce que c'est trop dangereux? C'est une zone dangereuse, mais pour moi, il faut l'exprimer quand même. C'est en effet une zone dangereuse parce que de la même manière qu'on est conditionné dans la manière sur laquelle on est censé être en couple, s'il n'y avait qu'une seule version, et je plébiscite pas là le couple libre, attention, hein, je plébiscite la liberté de choix. Bien sûr. Je pense qu'on peut en effet réinventer le cadre de son intimité. Je pense qu'il est très important d'exprimer ses souhaits, ses désirs et ses fantasmes à son partenaire ou à sa partenaire. Je pense qu'il faut, en revanche, réfléchir à la manière dont on le fait et à comment on l'exprime. C'est une zone dangereuse, c'est une zone délicate. L'intimité, c'est délicat par essence, parce que c'est quelque chose qu'on est censé ne partager qu'avec l'autre, son compagnon ou sa compagne, et qui est inhérent uniquement à la relation amoureuse. C'est pas avec les amis, c'est pas avec le colocataire, c'est pas avec la famille, c'est pas avec les collègues. Enfin, normalement, c'est dédié à la relation amoureuse. Enfin, en tout cas, la relation avec une attirance. Il y a minima une séduction et une attirance. Donc, c'est un sujet très particulier, très à part, l'intimité. Et on peut très bien y toucher, mais c'est comme toucher une pièce de musée. Il faut prendre des gants blancs. Il faut s'assurer qu'autour, il y a bien du coton au cas où ça tombe. Il faut choisir le bon moment, on n'est pas fatigué, il y a la bonne lumière, j'y vois clair, je ne suis pas en mode les mains qui tremblent parce que je suis en hypoglycémie. Enfin, tu vois, un peu comme on disait tout à l'heure, ne pas se lancer sur un truc quand on est crevé un lundi matin en novembre, mais attendre le 15 août pour se confronter à nos peurs. Ben là, c'est pareil. Je pense qu'un homme ou une femme qui a envie de partager à son conjoint ou sa conjointe un fantasme qu'il a lui-même ou elle-même questionné en se demandant pourquoi il a ce fantasme. Encore une fois, je pense que la première personne qu'on doit questionner, c'est soi. Et surtout, on doit se questionner tout court. Une fois qu'on a questionné, qu'on est OK avec la réponse, le partager à l'autre, ça me semble essentiel. Par respect pour l'autre, parce que l'autre, sinon, ne nous connaît pas vraiment, même s'il ne faut pas tout dire. Mais l'autre ne nous connaît pas vraiment et donc on ne lui donne pas la chance de nous connaître sur un biais qui serait important et sur lequel on a envie qu'elle nous connaisse, mais c'est juste qu'on n'ose pas par peur. Donc là, pour le coup, à mon avis, ça vaut le coup d'être partagé, de dépasser cette peur. Et puis parce que surtout, on va rester avec sa frustration et on ne sait pas ce qu'elle va donner cette frustration à un moment donné. Est-ce qu'elle ne va pas générer justement une sortie de route parce qu'on n'aura pas osé dire. Et donc, c'est 10 fois pire que d'avoir dit à l'autre et que l'autre nous dise non. Et à la rigueur, si on part du principe que imaginons une femme qui partage un fantasme avec un homme qui dit moi, j'ai très envie d'essayer un plan à 3, 2 hommes et moi. Un truc assez classique dont on entend régulièrement parler. Et que son homme lui dise ah, mais t'es dégueulasse, t'es une vicieuse de penser un truc comme ça. Mais au revoir. Au revoir. Ces personnes, si le mec persiste à penser ça, à juger sa compagne, à la traiter comme ça, et la quitte pour ça, ou persiste à la traiter comme ça, je vais te dire, c'est un mal pour un bien, soit plus ensemble. C'est la sélection naturelle. Si tu n'es pas capable de recevoir qui je suis sans me juger sur un truc sur lequel moi, je n'ai pas de mauvaise intention, j'ai pas de déviant, j'ai pas un esprit tordu, il n'y a pas de perversion ni de vice, c'est juste un envie et j'en parle, je ne te l'impose pas, et tu n'es même pas capable d'entendre mon propos. Je te parle pas d'une nana ou d'un mec qui irait dire moi mon truc c'est de découper des gens par la tronçonneuse et de faire l'amour en même temps. Enfin, on est d'accord. On reste quand même dans un truc. T'as pas un client qui fait ça, là? Non, on va pas sur l'inégalité de la criminalité, on est d'accord. Okay, on reste dans un cadre assez, encore une fois, entendable, voilà, respectable et respectueux. Mais voilà, je vais te dire à ce moment-là, t'as rien perdu. Si tu le dis et que ton mec ou ta nana le prend mal et te dit ah t'es dégueulasse et te juge, ça peut être une première réaction et derrière elle dit bon écoute laisse-moi réfléchir, mais si ça continue et que cette personne te maltraite en te jugeant et en te condamnant parce que tu as des envies
qui sont encore une fois acceptables. Après, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas, c'est pas à moi d'en juger. Moi, je vais te dire, c'est la sélection naturelle, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'êtes pas compatibles, autant vous séparer. Parce que de toute façon, à un moment donné, ça deviendra un sujet. De toute façon, à un moment donné, ça deviendra un sujet. Bien que on dise que les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Mais là, tu as utilisé le terme fantasme, mais j'ai interprété ta question, on va parler d'envie. Des choses qui pourraient frustrer, dont on aurait vraiment envie que ça arrive dans notre intimité. Pas juste un fantasme qu'on a juste besoin de rêver et qui reste comme ça une chimère. Non, vraiment quelque chose qu'on voudrait introduire dans son intimité. Et en parler devient finalement encore une fois un pavé dans la mare qu'on jette, en tout cas dans ce lac de routine. Oui, mais ça remet au moins... c'est un pavé dans la mare. Alors ça, clairement, là aussi on sort de la routine. Mais c'est un pavé honnête. C'est un pavé qui bouscule, mais qui est honnête. Et on pourrait être surpris de la réponse de l'autre. On pourrait avoir peur en se disant, mais il va me prendre pour une folle, il va me prendre pour un fou. Et puis on va dire, je n'osais pas te le dire, mais moi aussi. Tu vois, si ça se trouve. Et si ça se trouve, ça fait 5 ans que vous êtes comme deux couillons, là, à vous dire, je peux pas, alors que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Mais parfois, moi, je trouve un truc étonnant aussi, c'est lorsque finalement, il y a deux personnes qui sont ensemble depuis un certain temps, et à un moment donné, il y en a un qui jette un pavé, ça peut être une vérité honnête, ça peut aussi être un truc qu'il a fait qui est un peu particulier, pas forcément dans le contrat, et par rapport à ce truc qui dérange un peu, l'autre, déjà, il va le prendre personnellement, et puis aussi, il va se dire, ah, mais t'es comme ça, en fait, finalement, tu penses ça, alors que finalement, il ne te parle que de une seule chose, que d'un seul événement, que d'une seule chose, en fait, et toi, tu le connais depuis peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans, et tu vas réduire tout ce que tu sais à juste ce qu'il t'a dit là, qui te dérange grandement. Et je trouve ça particulier, en fait, finalement, ce truc-là. C'est particulier, et pourtant, c'est très humain. Et moi, je peux avoir ce genre de réaction. Tu vois, moi, je peux avoir ce genre de réaction. Je vais te donner un exemple personnel. J'ai discuté avec quelqu'un qui est très proche, pas mon compagnon, mais quelqu'un qui est très proche. Et je sais plus comment la conversation est venue, mais en gros, je disais que moi, l'être humain restera toujours une priorité absolue. Mais évidemment, chacun pense comme il veut. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si ouverte que ça parce que cette personne, je sais plus, on en vient à trouver des exemples de situations dans lesquelles on se disait comment tu réagirais toi. Et je dis à cette personne, par exemple, ton ami d'enfance t'appelle, tu es au boulot et ton ami d'enfance te dit je viens de perdre mon père, est-ce que tu peux venir psychologiquement, je suis en train de m'effondrer. Et moi, dans ma tête, il n'y avait qu'une version de la réponse possible, c'était la mienne. C'était je plante tout et tout le monde, et pardon, mais ventre à terre, j'arrive chez cet ami pour le soutenir. C'est ma vérité. Parce que moi, ma zone de sécurité, ma zone de développement, ma zone de valeur, elle est là. D'accord ? Cette autre personne, sur le coup, me dit, moi, je lui dis, écoute, pose-toi, essaie de te calmer, je vais rester un petit quart d'heure avec toi au téléphone, appelle ta femme, appelle tel ami qui est à côté, faut vraiment que je finisse mon boulot, mais dès que je finis, je viens. Sur le moment, tu aurais vu ma tête, on aurait dit que cette personne m'avait dit qu'elle tuait des chats dans la rue, quoi. Ça m'a fait le même effet, tu vois. J'ai dit, quoi ? Et j'ai été hyper jugeante. Et finalement, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, chacun pense comme il veut. Chacun priorise ses valeurs comme il l'entend. Cette personne n'est pas un moins bon ami pour autant. C'est juste qu'il est différent dans ce qu'il offre de son amitié. Et cette personne, sa zone de sécurité, de développement de valeur, c'est le travail en l'occurrence. Pour lui, respecter le cadre de son travail, c'est plus important que respecter le cadre de son amitié. Ça n'empêche pas que cet ami, en l'occurrence, pour l'avoir vérifié, c'est un ami extraordinaire. Qui est vraiment là, qui est fidèle, qui est machin, etc. En fait, se dire qu'il ne faut pas remettre en question. Voilà, c'est ça. Mais sur le moment, je me suis dit, putain, je peux pas avoir cette personne dans mon entourage si elle pense comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça veut dire que pour elle, l'humain n'est pas une priorité sur un truc, hein. Parce qu'elle se déplaçait pas tout de suite pour aller voir son pote qui avait perdu son père. Après, je me suis calmée, je me suis dit, attends, tu peux comme pas balancer tout ce qu'est cette personne sur un... Alors, parce que ça, en effet, je peux l'entendre. Cette personne, je me serais rendu compte que finalement, c'était une raciste de premier ordre, une homophobe de premier ordre, ou je sais pas quoi un truc là complètement immoral. Oui, là, je pense que ça remettrait tout en question.
mais juste une façon de penser différente de moi sur des sujets comme ça. Mais qui je suis pour juger, qui je suis pour condamner et qui je suis pour jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc j'ai appris à me calmer par rapport à ça, mais c'est pas été facile. Je te jure. Ah, et puis je pense que aussi, définir les personnes sur un acte ne peut pas redéfinir une seule personne. Par exemple, si un jour, on va prendre le truc de la personne qui vole une pomme parce qu'elle a faim, un jour, et la personne qui vole tous les jours. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire qui vole un œuf, un bœuf, mais en fait c'est pas vrai. Qui vole un œuf tous les jours est un voleur. Qui vole une fois est une personne qui a fait une erreur par rapport à la situation dans laquelle elle est. C'est un mauvais choix, mais ça ne change pas l'entièreté de cette personne-là. Encore une fois, l'intention fait tout. Ok, mais donc comment rester authentique dans le cadre d'une relation qui change à travers justement ces pavés qu'on met dans la mare, parfois qui sont négatifs ou positifs? Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de sens de l'acceptation, de lâcher prise véritable. Sur qui on est en train de devenir, qui l'autre est en train de devenir et qu'est-ce qu'il nous propose ou elle nous propose de nouveau, en tout cas de différent. Ni de mieux ni de moins bien par rapport à avant, mais simplement de différent. Et réussir à se re-rencontrer. Pas simplement revalider et faire évoluer un cadre, mais se re-rencontrer. En disant, au bout de 6 mois, 1 an de couple, 3 ans, voilà, aujourd'hui, moi, je suis ça. Toi, t'es qui? Ok, ben moi, je suis ça. Ok. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous plaît pas? Ne pas tomber dans l'automatisme et l'obligation en se disant, il faut à tout prix que ça dure. Non. On peut tout à fait questionner la continuité ou non de notre relation. C'est très important. La question peut même se poser lors de ces points, un peu comme les entretiens individuels dans les entreprises faisaient. En moins sexy quand même dans les entreprises. C'est clair. Et se dire, ok, moi, aujourd'hui, je pose ça dans la relation. Toi, tu poses ça, tu veux ça, tu es ça. Et tu réagis et agis comme ça. Et moi, voilà comment je suis. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on prend un temps pour réfléchir à si ça nous plaît? Est-ce que c'est quelque chose de manière évidente qu'on peut accueillir? Est-ce que c'est sexy et excitant? Est-ce qu'au contraire c'est décevant et plus en adéquation? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture, de liberté, de projection du champ des possibles complètement ouvert en se disant rien n'est fermé. Quand on a cette conversation, il faut partir d'un postulat très clair qui est tout est possible. Je vais mettre de côté mes principes, ma rigidité, mes idées reçues, mes croyances, mes conditionnements, ma morale, etc. Enfin, pas ma morale au sens... Mais je vais garder uniquement mes valeurs, c'est-à-dire ce qui me nourrit et ce qui me définit intrinsèquement dans une ligne droite pour moi. Tout le reste, je le mets de côté. Et je ne vais pas fermer l'entonnoir, je vais l'ouvrir. Et je prendrai le temps ensuite de filtrer, de me dire c'est ok ou c'est pas ok pour moi. Voilà, donc de l'ouverture d'esprit, de l'imagination, de la créativité, de la liberté et de la conscientisation, c'est-à-dire si oui, pourquoi je l'accepte, sinon pourquoi je ne l'accepte pas. Et c'est comme ça, pour moi, les couples d'ailleurs et les relations qui fonctionnent sont des protagonistes qui régulièrement arrivent à discuter, se rencontrer et veulent continuer à évoluer ensemble parce que ils acceptent que on soit encore une fois dans la mouvance. Mais tout part en effet de l'intention de départ, à mon sens. Dans le cadre du fait que l'intention, c'est vraiment ce qui va donner la valeur à cet échange que tu vas mettre en place avec l'autre pour savoir si votre couple peut évoluer ou pas. Cette intention de départ, elle va conditionner dans le bon sens du terme dans quelle énergie vous allez avoir cet échange, dans quelle énergie vous allez vivre cet échange et comment vous allez le recevoir. Soit une vibration très haute d'amour, de liberté, etc., etc. Soit une vibration très basse de fermeture, de peur et de rigidité. Donc, espérons que ça se passe dans une intention avec une énergie très haute, quand même, la plupart du temps. C'est souhaitable et plus agréable, surtout. Merci à toi, Lucie. Merci, Dude. C'est vraiment super, ouais. Encore un café échange super. Ouais. Intéressant, super riche, avec Lucie Mariotti.
Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. Laissez des commentaires parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire suite à tout ce qu'on a pu échanger ici. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va laisser Lucie tranquille. Elle a sûrement autre chose à faire. Merci pour cet échange. C'était super génial. On se revoit bientôt.